L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, Si on parlait d'une expérience de survie en milieu hostile, pour le moins insolite. Du piano de Thomas qui se balade un peu partout autour de Grenoble et des mondaines qui vont faire la foire. Et pour parler de ces sujets, je reçois Thomas Perron, pianiste. Bonjour Thomas, bienvenue. Bonjour. À côté de vous, votre régisseur général, Ennio Bortolin. Bonjour Ennio. Bonjour, bonjour. Un régisseur, c'est l'homme de l'ombre, mais qui est indispensable pour produire des spectacles. On verra ça tout à l'heure avec vous. En face, Marie Gramont. Bonjour Marie, très connue des téléspectateurs de Télé Grenoble, puisqu'elle représente l'équipe des Mondaines qui nous accompagne dans cette émission depuis bientôt un an. Tu nous présenteras tout à l'heure ta chronique. Et dernière invitée de cette émission, Kim Rémy. Bonjour Kim. Bonjour. Alors Kim, vous êtes une sorte d'aventurière cathodique, adepte de la survie en milieu hostile. Vous avez participé à l'émission de télé qui s'appelle Retour à l'instinct primaire, diffusée il y a quelques jours sur RMC Découverte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe de cette émission ? Le concept, en quelques mots, c'est de se retrouver exactement dans un milieu hostile. Donc pour ma part, c'était l'Afrique du Sud, avec un binôme qui est de sexe opposé, qu'on ne connaît pas jusqu'au début de l'émission. On est nus et on doit survivre un maximum de jours dans ce milieu hostile avec un objet chacun, un objet lié à la survie. Et voilà, donc on doit se débrouiller à manger, à boire, à dormir, à se protéger des bêtes sauvages. En gros, c'est ça. Une expérience assez particulière. Pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, je vous propose de regarder la bande-annonce. Il y a la nature, hostile. Et il y a l'autre, cet inconnu. C'est les hyènes. Il y a ses propres limites à repousser sans cesse. On va trouver à manger. Et à chaque instant, la souffrance et la peur. Voilà, la souffrance et la peur, c'est une version de Koh-Lanta un peu plus hard, cette émission ? Alors, pour moi, je dis, c'est pas trop du Koh-Lanta. Enfin, c'est du Koh-Lanta dans le sens où c'est un peu de... On sort de sa zone de confort et c'est un peu lié à l'autonomie en pleine nature. Mais là, on n'a pas de sac de riz et on n'est que deux. Et je trouve que c'est beaucoup plus hard, oui, que Koh-Lanta. Parce qu'on n'a rien, on part de rien et on est nu. Et quand on est nu, on est vraiment 10 fois plus vulnérable. Comment vous êtes retrouvés dans cette aventure ? J'imagine qu'on sélectionne un petit peu les candidats avant de les lancer dans un concept comme celui-là. J'ai été contactée par la production, donc 909 Productions, qui réalise cette émission via les réseaux sociaux, je pense. Ils vous avez repéré comme quelqu'un qui avait peut-être le potentiel. Voilà, suite à... Moi, j'avais un autre projet qui était une expédition à cheval, donc ils ont dû voir que j'étais très nature. J'aimais bien aussi tout ce qui est lié à la survie. Ils m'ont contactée, j'ai passé des castings, des tests d'effort, de psychologie, de techniques de survie, et j'ai été prise. Ouais, je crois qu'ils calculent l'IDS, l'instinct de survie, c'est oui, ça ? calcul pas que ça l'IDS. existait. Moi non plus. Enfin, je connaissais de l'émission, mais ouais, c'est un mélange de techniques de survie, de psychologie, de mise en situation. Vous avez eu combien, vous, à l'IDS ? Mais je l'ai su là pendant l'émission. Pas beau. Je sais plus, 6, quelque chose. C'est de la moyenne. 8,5 peut-être. Ouais. C'est pas mal, non ? Moi je ne le connais pas le mien, donc je ne peux pas comparer. Alors, le concept de l'émission, c'est de la survie, mais vous l'avez dit, vous êtes également nu, mais alors vraiment nu intégral, hein, même pas la culotte. Même pas la culotte, non, on est nu intégralement, et je pense que c'est indispensable pour nous amener à vivre ce qu'on a vécu. Alors la nudité, en tant que pudique, voilà. Ça, on l'oublie au bout de 5 minutes. Ah oui, ça ne vous gêne pas plus longtemps que ça ? Ah non, parce qu'il y a des priorités. On le sait, en survie, il y a des priorités. Il y a boire, il y a se protéger, il y a se nourrir. Et c'est plutôt ça qui arrive plutôt que se dire « je suis nue ». On sait que c'est flouté en plus. On vous voit en train de marcher dans la savane, là, pieds nus justement, avec, j'imagine, quand même quelques bêtes potentielles dessous.
beaucoup de bêtes, mais le pire quand on marche pieds nus, c'est pas ça, c'est les épines d'acacia qu'on retrouve le soir dans nos pieds et qui font très très mal. Et des fois, ça s'infecte. Ouais. Vous avez réussi à vous fabriquer des chaussures ou pas? On a essayé, mais on n'avait qu'un type d'arbre en fait, qui était le mopané, et dur à utiliser pour faire des habits, des chaussures. On le voit pas dans l'émission, mais on a essayé. Alors, vous êtes deux. Vous avez un partenaire, homme, que vous ne connaissez pas non plus et que vous rencontrez pour la première fois nu aussi dans la savane. Oui, je le rencontre vraiment comme on voit dans l'émission. Avant l'émission, on est logés chacun de notre côté dans des hôtels différents. Un jour avant l'émission. On ne prend pas le même avion, on ne se connaît pas. Et on se rencontre là. Alors la première priorité quand on est comme ça, c'est pas de se couvrir, c'est de trouver à manger. Et la survie se fait avec les moyens du bord. Viens, vite. Attends, j'arrive. Je l'ai écrasé avec la casserole. Putain, il vit encore ce bâtard. Vas-y, précise là un peu ce que t'as fait. C'est un petit lézard, il était là, je l'ai écrasé. Attends. J'espère que ça se mange. Ben ouais, j'espère aussi parce que... Putain, c'est bien ça. Attends. Bah, c'est bon, il est mort. Ouais, il est vraiment mort. Hein. Ah merde. Il est collé dessus. Oh putain. Ouais, bon. Voilà, c'est une première prise. Écoute. J'ai un peu écrasé, trop fort. Ouais, écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va le mettre, je vais mettre de l'eau, je vais le foutre dedans et on va faire une soupe. Eh bien vu. C'est le début de la fortune, ça. Wouhou! On va bouffer! Non, tu vas pas me dire que tu le manges pas, hein, tu le manges. Hein. Pouah. C'est excellent. C'est vrai que c'est pas mauvais. C'est super bon. Ouais. C'est un peu du poulet, hein. C'est ta première fois? C'est la première fois que je bouffe du lézard, ouais. Moi aussi. Maintenant, la manière dont tu l'as attrapé l'a défoncé. Ouais. Maintenant, tu l'as attrapé et c'est génial. C'est bon, hein? C'est pas mauvais. Bon, c'est pas ça qui va refaire un homme, mais maintenant, la problématique, ça va être la nourriture. Et on va trouver à manger. C'est pas possible. Donc ça va aller. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à part des lézards, Kim, pendant cette aventure? Serpents, tortues, scorpions, escargots, grenouilles et des scarabées, des trucs comme ça. Je vois Marie qui est fine gastronome, ça lui donne envie. Hein. Ah oui, j'ai très faim là d'un coup. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est la nourriture, justement, dans un défi comme celui-là? La nourriture, c'est... À trouver ou à manger? Parce que... À trouver. Non, à manger, Ah non, moi, j'ai pas de problème avec ça. D'accord, les lézards, les escargots et tout ça. Quand je suis en, on va dire, mode survie, en fait, on a le cerveau qui vrille un peu. Hein, et on pense à manger et c'est tout. Donc tout ce qui est mangeable, tout ce qui est comestible Se consomme. se consomme. Voilà. Vous l'avez dit, c'était en Afrique du Sud, donc dans un endroit assez sauvage où normalement cohabitent des animaux qui ne sont pas forcément faciles à rencontrer. Vous avez parlé d'hyènes, il y a peut-être des lions aussi dans des coins comme ça. Ah oui, on a eu des... alors tous les soirs, on avait une ou deux hyènes qui grignotaient notre abri. On a eu un léopard qui est passé près de notre abri aussi. Mon binôme a eu un éléphant qui lui a chargé dessus, enfin sur l'abri, on va dire. Des lions qui ont mangé un bébé zèbre à côté. On a des babouins qui faisaient le tour 2 fois par jour. Voilà, ouais. Comment on se protège quand on est nu, sans outils, face à des animaux sauvages comme ça? Bizarrement, on est très très observateur de l'habitude des animaux. Et on essaie de trouver notre place, en fait. Et de voir où est-ce que c'est menaçant. Parce qu'en fait, on a peur. Mais ils ont leur habitude et ils sont pas là pour nous manger, on va dire, hein, à part le léopard le soir, là, où en fait on fait du bruit et on a une casserole tous les soirs, on dormait pas, hein, on frappait la casserole, voilà, ils partaient, pareil pour les hyènes. On fait au fur et à mesure du danger, au fur et à mesure que le danger arrive, et puis on se protège. Notre priorité en Afrique, c'était de faire ce qu'on appelle un boma. C'est un abri avec des épines d'acacia qu'on agrandissait tous les jours. Alors, le but du jeu, c'est de tenir le plus longtemps possible dans cette situation. Les candidats qui vont au bout, c'est 3 semaines. Vous avez tenu combien de temps, Kim? Moi, 9 jours. C'est le médecin qui m'a dit stop, parce que j'avais perdu trop de poids. J'ai perdu 7 kilos. J'étais déjà pas épaisse. Et donc, hallucination. Hallucination. Puis je pouvais plus me lever, donc je me suis dit, bon, j'appelle le médecin, on va voir le bilan qu'il fait. Il me disait, voilà, rien ne va, il faut rentrer. Donc, je suis rentrée.
Bon, il y a quand même une équipe qui encadre Oui, bien sûr. les candidats à la survie, notamment d'ailleurs les caméramans, puisque vous êtes suivis par une équipe. C'est pas paradoxal d'ailleurs d'être comme ça lâché dans la nature, tout nu, et puis d'avoir à côté de vous en permanence des gens habillés, j'imagine, qui vous filment? On a un caméraman, enfin en tout cas les jours suivants, on a un caméraman par personne donc, qui nous suit partout. Il est habillé, il est protégé, donc il a des guêtres anti-serpents, il sent bon, il sent la nourriture, il sent même l'eau. Enfin, même, on arrive à sentir ce genre de choses. Mais Il mange en plus, j'imagine, à sa faim. il mange pas devant nous, mais Oui. on le sent. Oui, on le sent. Et il dort bien, enfin voilà. Par contre, on sait que c'est très dur pour eux parce que on a été amenés à escalader dans des rochers et ils sont tombés plusieurs fois parce que eux, ils ont une caméra qui est lourde comme ça. Il fait très chaud, il fait plus de 40 degrés. Ils suent toute la journée. Enfin, c'est dur aussi pour eux. Hein. Bon, une expérience à refaire avec le recul. Sans hésiter. Votre épisode a été diffusé début octobre et vous aviez enregistré l'émission au printemps dernier. D'ailleurs, on peut voir des épisodes là, dans les semaines qui viennent. C'est le samedi à 21h sur C'est ça. RMC Découverte. Ça a changé un peu votre façon de vivre Complètement. Sur les peurs. Voilà, quand on fait ce genre d'émission, enfin ce genre d'aventure, d'expérience, on affronte des peurs. On retrouve un peu, on enlève tous les masques qu'on a parce qu'on est mis à nu et on voit qu'est-ce qui reste, qui on est, de quoi on a peur, etc. On affronte tout ça et quand on sort de là, on a l'impression d'être plus libre parce que moins on a de peur et plus on est libre. Donc oui. Oui, c'est vrai qu'après avoir fait fuir un léopard avec une casserole, la petite araignée dans la maison, ça paraît un peu bénin. Vous avez d'autres projets, Kim, pour la suite? Oui, d'autres projets à venir qui sont en cours de construction. Vous parliez de ce raid à cheval que vous vouliez faire depuis Grenoble, je crois jusqu'au Vietnam, Ouais. 20 000 kilomètres. 12 000. Ouais, plutôt. Bon, c'est déjà pas mal, 12 000. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais avec des passages en camion et tout, donc on est parti. On est parti le 1er juin. L'aventure a dû s'arrêter mi-août en Roumanie pour des problèmes de sécurité. Enfin, la frontière bulgare, roumaine-bulgare. Voilà. Bon, vous êtes donc revenu ici chez nous avec vos chevaux aussi Oui. Ouais, vous ne les avez pas laissés en Roumanie. Pas du tout, Non, justement. Vous n'avez pas mangé non plus. Je savais que ça vous plairait cette question. Ah, mais la survie, c'est la survie. Kim, hein. Parfois, dans un milieu extrême, entre Non. le lézard et non. Ah bon, d'accord. Il y a des limites. Bon, Thomas, vous êtes un aventurier dans l'âme, vous? Pour faire ce genre de choses, c'est une expérience à tenter. Je ne sais pas si j'oserais, mais en tout cas, ça me passionne d'entendre ça. Vous êtes- De voir qu'il n'y a pas de limite, de pousser toutes ces limites comme ça et de voir jusqu'à où on est capable d'aller. C'est intéressant. Alors vous ne jouez pas du piano nu. Non, pas encore. En tout cas, pas en public. Mais vous aimez sortir quand même votre instrument du cadre habituel, hein, des salles de spectacle. Défricher des sentiers un petit peu originaux. Là, on vous voit, je crois que c'est au sommet de Champs-Rousse, hein, de la C'est croix de Champs-Rousse, Mm. avec Grenoble en dessous. Qu'est-ce que vous faisiez là? Vous étiez égaré sur les pistes? Non, c'était pour un petit documentaire qui a été réalisé par la famille Picard, en fait. Ils m'ont demandé d'interpréter une œuvre, en fait, en haut du sommet pour ce ski fond, en fait. Alors là, c'est pour le coup du ski. Voilà, donc c'était une aventure Vous intéressante. jouez avec des gants à plus de 2000 mètres d'altitude, non? Non, mais ça allait, là, et c'était une belle journée ensoleillée, donc j'ai pas eu trop de soucis de froid. Bon, puis c'est des montagnes que vous connaissez bien. Je crois que Ouais. vous êtes originaire du De massif Grenoble. de Beldon. Vous êtes pianiste Oui. et compositeur également, hein. Vous faites vos propres musiques. Oui, j'écris depuis 2015 des compositions pour piano. Et voilà, j'ai décidé de créer un spectacle qui s'appelle Le Piano de Thomas. Alors pour le coup, c'est facile à retenir. Et qui, en fait, c'est un spectacle qui mélange 3 arts, de la danse et de la vidéo. Je voulais un petit peu, alors au départ, c'était pour démocratiser un petit peu l'image qu'on a du concert un peu classique qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, donc j'ai décidé de créer ce spectacle et de m'entourer donc d'une danseuse qui s'appelle Marion Isicato, qui danse, qui met en scène en mouvement mes compositions. Et de la vidéo, c'est un vidéo jockey qui crée des vidéos en mapping, ça s'appelle du mapping vidéo 3D, et il crée des vidéos pour le spectacle. Ouais, je vous propose Voilà. de regarder d'ailleurs un petit extrait de ce spectacle donc, qui s'appelle Le Piano de Thomas.
Bon, vous jouez pas nu, mais les yeux fermés, hein. Ça Avec ou m'arrive, sans le oui. masque, ouais. Je suis quand même obligé de les ouvrir sous le masque pour regarder un peu ce que je fais au niveau du clavier, mais oui. Bon, on a vu dans cet extrait, effectivement, le mariage entre la danse, le piano et puis les arts visuels. Ennio, vous êtes l'homme de l'ombre, hein, sur un spectacle comme celui-là, mais vous avez un rôle très important. Oui, je veux dire, je suis l'homme de l'ombre, mais je fais quand même de la lumière. C'est Grâce vrai. à moi, ça peut fonctionner. C'est vrai, mais vous n'êtes pas sur scène. Non, voilà, je suis pas sur scène. L'avantage, je dirais, de ce rôle, c'est qu'on peut maîtriser un certain nombre de choses. Il faut mettre en adéquation les qualités des uns et des autres. Et quand on sait que Thomas Perrotte est un pianiste virtuose de très très haut niveau, quand on voit notre ingénieur lumière, qui est un type assez extraordinaire, qui nous fait des fondus qui sont merveilleux, on a un metteur en scène très connu dans la région, donc Jean-Vincent Brizat, qui lui amène la touche un petit peu classique et artistique dans les choses. Donc je suis obligé de composer avec tous ces caractères, avec toutes ces qualités, et donc finalement je suis très fier de gérer cette équipe, quoi. Sachant qu'on arrive à un résultat de spectacle qui est quand même assez exceptionnel, où on allie le passé, le présent et l'avenir. Bon, le passé par Jean-Vincent qui nous a amené un spectacle style tragédie grecque avec un musicien qui va créer sa muse, qui va dialoguer avec sa muse et qui va la faire mourir sous forme d'une statue en pierre, avec la lumière donc de l'ami Julien qui accompagne ce spectacle hyper classique, comme je disais tout à l'heure, voire une tragédie. Et puis à côté de ça, on a la vidéo, le modernisme, la construction d'images qui font qu'on est vraiment en plein moderne, avec une musique composée par Thomas, qui est une musique genre musique de film, qui accompagne facilement le spectacle. Et donc on part dans une sorte de rêve qui vous projette dans un autre monde et qui vous fait que vous sortez de là un petit peu émerveillé de tout ce que vous avez vu et entendu. Il faut qu'elle soit bien synchronisée, hein, la danseuse réelle avec son hologramme. Oui, il faut que ça soit au poil. Puis moi aussi, musicalement, il faut que je suive ce qui se passe sur l'écran pendant que je joue. Effectivement. Et c'est dirigé par Victor Languin qui, lui, est derrière les manettes et puis actionne en fonction de ce qui se passe parce que je joue jamais de la même manière, malheureusement. Donc il faut qu'ils arrivent à s'adapter sur place. Donc c'est intéressant. En tout cas, c'est très original, ce mariage des arts. Avec votre rôle un peu de chef d'orchestre, Ennio, est-ce que vous donnez aussi votre avis artistique sur un spectacle comme celui-là ? Fort heureusement, j'ai aussi une culture musicale, puisque je suis fils de musicien et musicien moi-même. Donc ça me permet d'intervenir et de même, à certains moments, de prendre des décisions en tant que chef qui orientent un petit peu les choses. Mais j'ai beaucoup de chance encore, je le répète, parce que j'ai affaire à des individualités qui sont toutes assez brillantes. Et donc le niveau est tel que j'ai finalement peu de choses à faire. Ceci étant, le rôle de régisseur est important, puisque c'est lui qui donne le liant et la continuité dans le spectacle. Alors ce spectacle, le public pourra le découvrir, notamment à Grenoble, à la fin du mois de novembre. Hein. Oui, c'est la salle Olivier Messiaen, le samedi 23 novembre à 20h30. À la salle Olivier Messiaen, et puis après, on fait toute une tournée. Mais les gens peuvent retrouver ça sur le site internet. Voilà, le piano de Thomas qui vient s'afficher. Il y a effectivement d'autres dates prévues en début d'année 2020 dans la région. Et si vous voulez découvrir ce mariage assez insolite, la prochaine représentation, donc c'est le 23 novembre à Grenoble, salle Olivier Messiaen, dans le centre-ville de Grenoble. Marie, je suis très content de t'avoir. T'aimes le piano, plus aventure comme Kim ? Plutôt piano. Plutôt piano, oui. Ouais, pas à jouer, parce que bon, je ne suis pas très musicienne, mais en tous les cas, je pense qu'on va noter la date dans notre agenda culturel Les Mondaines. Eh oui, ça peut être un bon plan, effectivement, pour les Mondaines. Hein. Ce blog qui nous accompagne dans cette émission depuis plus d'1 an pour nous donner des bonnes idées de sortie, mais également nous emmener à la rencontre des créateurs isérois. Tu fais ton grand retour cette saison. On avait eu le plaisir d'avoir Élise le mois dernier qui nous avait fait part un peu des nouveautés du blog des Mondaines, un nouveau site, un nouvel habillage. J'ai l'impression que ça bouge pas mal chez vous. Hein. Et oui, on a effectivement la nouvelle interface, donc un vrai city guide maintenant qui est en ligne. On a beaucoup plus d'articles publiés chaque semaine et puis on ne va pas s'arrêter là. On a une grande échéance, un prochain projet qui va avoir lieu très bientôt, dans 15 jours, du 1er au 11 novembre. Je pense que je t'ai donné un bon indice, là. Oui, les dates, ça me parle, parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur cette antenne. Hein. J'avais le directeur général de la foire de Grenoble, François Hett, qui était présent. Et je crois que vous êtes associé
à l'événement. Oui, alors effectivement, on est en partenariat avec la Foire de Grenoble et c'est une grande première pour nous. En fait, on va monter de toutes pièces un corner Les Mondaines, donc à l'entrée de la foire, qui est quand même une place très stratégique. Et dans ce corner, eh ben, en fait, on va mettre un petit village de créateurs, donc 12 commerçants créateurs grenoblois qui vont proposer leurs produits et puis leurs créations au grand public. Il y a même un beau visuel, très girly, qui accompagne ce corner. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les commerçants que vous avez sélectionnés ? On ne va pas s'en cacher, hein. Je veux dire, on est toujours très subjectif dans nos choix. Et en fait, là, on a vraiment voulu mettre en avant la création locale, des créateurs qui ont une démarche éthique, qui ont une démarche responsable, qui s'engagent vraiment dans leur activité. Et puis, du coup, c'est quand même en adéquation avec ce que veut proposer aujourd'hui la foire, c'est-à-dire mettre en valeur tout l'écosystème local grâce à un grand événement tel que la foire de Grenoble. Ça vous parle, les mondaines, Kim ? J'adore, moi. J'ai l'impression que vous êtes bien dans le profil des habitants de l'agglomération qui peuvent aller sur ce site. C'est la première chose que j'ai faite en arrivant à Grenoble, c'est de regarder le blog Les Mondaines. Ouais. C'est le grand écart entre la savane africaine et puis l'univers des mondaines, mais on peut relier les deux. Plusieurs profils. On repart à l'aventure de Grenoble. Oui, c'est un peu vrai. Hein. Alors, qui on va retrouver justement dans ce corner pendant la foire ? Alors, on a essayé de faire un petit peu une sélection qui était plutôt variée. Donc, je vais essayer de pas en oublier. Donc, on va avoir de la déco avec Le Temps des Envies, qui est un showroom un peu confidentiel à Grenoble. On va avoir la boutique de fleurs Exception Fleurs. Donc, on avait invité Lorraine qui était venue nous faire un atelier floral il y a quelques mois. On va avoir Comme des tisanes, on va avoir Petit Shirt et la Noix, donc ils font des t-shirts mettant à l'honneur Grenoble. On va avoir des bijoux par la marque Accessory. On va avoir les macramés de la créatrice Anaïs J Création. On va avoir Botanicus France qui fait des cosmétiques bio. On va avoir le Concept Store Original Shop. On va avoir les bières à base de pain recyclé Cocomiette. On va avoir une créatrice donc de vêtements, accessoires enfants qui s'appelle Ça c'est vraiment moi. On va avoir des bières sans alcool Edmond. Et enfin, une toute nouvelle créatrice grenobloise, Agathe et Marceau, qui fait des vêtements et accessoires pour enfants et bébés. Ouais, la plupart des noms que tu as cités, là, je les connais puisque vous en avez parlé, les mondaines, au cours de cette émission ces derniers mois. La dernière, Agathe et Marceau, ça me parle moins. Alors, si tu avais lu Les Mondaines, tu aurais pu voir. Ah, bah voilà, j'ai pas le même réflexe que Kim. Mais oui, alors, non, mais on ne t'en veut pas. Alors, Agathe et Marceau, c'est effectivement une toute nouvelle créatrice donc, qui est derrière ça, qui s'appelle Charlotte, qui est maman de 2 enfants. Agathe et Marceau, donc Agathe 3 ans et puis Marceau 1 an. Et en fait, elle a eu l'idée de créer une marque de vêtements, accessoires pour enfants bébés qui serait en fait une collection vraiment raisonnée et qui permettrait en fait de mettre en avant des mini-collections pour justement respecter une mode durable. Donc en fait, on le voit là à l'écran, il va y avoir des petits bloomers, donc les petites culottes toutes mignonnes qu'on met à nos enfants. On va avoir des bandeaux, on va avoir un gilet en peau de mouton. On va avoir vraiment des choses très variées. Alors l'idée, c'est de faire évidemment du fait main. Et puis de fabriquer en toute petite quantité et à la demande. C'est vraiment en fait aujourd'hui ce qu'on appelle le mouvement de la slow fashion. Je reparle un petit peu anglais, mais en fait... Je révise. Bon, pensez un petit peu une mode plus responsable et plus durable. Et voilà, nous on a bien aimé cette démarche-là, d'autant plus qu'en fait Charlotte utilise des matières, en tous les cas elle essaye de privilégier des matières bio, des matières écotex, donc ça veut dire qu'on enlève toute matière nocive, toute substance qui pourrait faire du mal à la peau des bébés. Et puis, elle a vraiment l'idée d'apporter ce qu'il y a de meilleur à nos enfants, mais en étant dans quelque chose de très, très raisonné. Voilà. Agathe et Marceau. Agathe et Marceau, et donc qu'on va pouvoir évidemment retrouver à la foire de Grenoble. Donc elle va être là plutôt dans la dernière partie, donc elle partage un stand avec une autre créatrice, donc on va la retrouver du 6 novembre au 11 novembre, et puis elle va nous préparer plein de jolies choses en dehors des vêtements qu'on a vus là. Elle nous prépare des petits accessoires. Je pense que les mamans et les familles vont adorer aller à sa rencontre. Bon, une raison de plus pour aller à la foire de Grenoble à Alpexpo début novembre. T'as pas peur des dinosaures ?
Ah non, Non. mais je crois qu'on va pas être dans le même coin. Voilà, donc, mais ça c'est le même. Voilà, ils seront présents aussi, des dinosaures animés, plus vrais que nature. Mais effectivement, peut-être Kim pourrait les manger, ces gros lézards, je sais pas. Ceux Non qui me mangeront. Bon, merci. En tout cas, on va terminer avec en prenant un petit peu de nouvelles des invités qui sont passés sur ce plateau. Quand on a le temps, on prend des nouvelles de nos invités. Et le 30 septembre dernier, on recevait sur ce plateau Isabelle et Évangéline, membres du comité Miss Belle Ronde de France. Elles venaient nous présenter l'élection nationale de Miss Ronde qui était prévue dans la banlieue grenobloise, au Fontanil. L'élection a eu lieu il y a quelques jours et c'est une Iséroise qui remporte le titre. C'est elle, Sophie Rouge, 31 ans. Elle habite Saint-Martin-d'Air. Elle était venue pour montrer qu'un chiffre sur une balance, ce n'est pas qu'un critère de beauté. Voilà. Raphaël et Nicolas, eux, étaient venus le 3 octobre dernier nous parler du challenge Max Cosson, une compétition de grimpée de corde réservée aux pompiers pour récolter des fonds pour lutter contre la maladie de Charcot. Les deux pompiers de Grenoble avaient promis sur le plateau de remporter le défi qui consistait en se relayant par équipe à enchaîner le plus vite possible 2000 montées de corde, soit 10 km. Les Grenoblois ont tenu parole, malgré la présence d'équipes parisiennes. Ils ont remporté le challenge en 3 heures et 2 minutes. Ils ont devancé de 30 secondes une autre équipe de pompiers isérois et ont pu récolter près de 6 000 €. Dernier invité en date de cette émission, Émile Berthier. Il était venu le 11 juin nous présenter son concept de BD détourné. L'idée, c'est de récupérer des planches de BD dans des vieux comics américains mettant en scène des super-héros des années 50. Ces BD sont libres de droit. Et donc, Émile et ses copains, ils reconstituent à partir de ces planches une nouvelle histoire. Ils réécrivent les dialogues. C'est une idée plutôt originale qui séduit, puisqu'après la première BD sortie au printemps, la deuxième sortira le 8 novembre prochain et pour la financer, Émile a lancé un financement participatif sur Internet qui a explosé les compteurs. Il avait prévu 100 préventes, il en est à plus de 1400 et il reste encore quelques jours puisque la plateforme est accessible jusqu'au 23 octobre. C'est sur le site Ulule si vous voulez avoir cette BD originale en avant-première. Le thème, c'est l'effondrement écologique. Voilà, on fait une pause dans Si on parlait pendant les vacances scolaires à chaque fois. L'émission restera aux horaires habituels, mais vous aurez le droit à des best-of, les meilleurs moments de ces dernières semaines. Je vous souhaite de bonnes continuations, mesdames, messieurs. Et nous, on se retrouve début novembre pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.